Gutaï. Bon, maintenant, vous savez à peu près de quoi il est question. Mais en fin de compte, j'essaie de rebondir en me posant la question, quel Gutaï? Bon, quel Gutaï, effectivement, dans la mesure où il semble qu'on soit, à propos de Gutaï, en quelque sorte toujours tiraillé entre, d'une part, les performances, hein, qui sont très abondantes, qui sont intrigantes, et puis d'autre part, les œuvres peintes, qui sont elles aussi également très abondantes. Mais dans l'histoire de l'art et dans la présentation de Gutaï, finalement, les conservateurs, les critiques, ont toujours été tiraillés en quelque sorte entre les deux versants. Et très souvent, bon, il y a eu une tendance, en fin de compte, à privilégier soit le Gutaï de la performance, hein, soit le Gutaï de la peinture. Alors je prendrai tout à l'heure quelques exemples, en particulier dans les catalogues, dans les différentes expositions qui ont eu lieu, pour essayer de vous montrer en fin de compte quelle était la tendance. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est qu'un mouvement, un groupe d'artistes ou un peintre, ça n'est pas quelque chose dans l'histoire de l'art qui demeure innocent et qui est facile à saisir. Parce qu'en fin de compte, un mouvement artistique, et je dirais que c'est de plus en plus vrai au fur et à mesure que nous avancions, il est le fruit de toute une foule de regards, de discours qui le transforment. Il y a une espèce de transformation radicale, souvent, des œuvres en fonction des regards, mais aussi des intérêts de chacun. Alors, je continue ce titre par donc le Gutaï. Quel Gutaï? Pour quel art et pour quelle histoire? Parce que je crois qu'on peut vraiment se poser la question fondamentale, effectivement, qu'est-ce qu'a apporté Gutaï dans l'histoire de l'art? Et est-ce que ça se situe sur le plan plutôt de la performance ou plutôt de la peinture, ou les deux? Il faudra voir. Et je voudrais insister aussi pour quelle histoire? Et quand je dis quelle histoire, c'est aussi bien d'une certaine manière, bon, pour les critiques, les historiens, etc., quelle histoire de l'art, parce que ça n'est pas simple, mais c'est aussi l'histoire que nous vivons tous dans ce monde qui est un monde complexe, qui est un monde déconstruit, on pourrait dire, de plus en plus effarant sur le plan structurel. Et on peut se demander, bon, l'art, quelle est sa fonction? Un mouvement comme Gutaï, qu'est-ce qu'il peut apporter et comment est-ce qu'il est en permanence réinscrit, désinscrit dans l'histoire tout court? Ça, c'est un point important, parce qu'à chaque fois, quand on fait maintenant une exposition, les conservateurs le savent bien, il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui ne sont pas uniquement des questions d'ordre muséal, qui ne sont pas uniquement des questions d'ordre esthétique, mais qui sont aussi des questions sociétales, des questions aussi politiques, etc. Donc il y a tout un faisceau d'éléments au sein duquel les différents mouvements artistiques, les différents artistes sont pris, gérés. Et je crois que c'est très important à l'heure actuelle de se poser justement cette question du regard et de la lecture qu'on porte sur les gens. Alors, le Gutaï, effectivement, c'est un mouvement qui est né, ça vous le savez maintenant, en 1954 dans la région d'Osaka, au Japon. Et donc c'est une province japonaise. C'est très important de le noter parce qu'il y aura toujours, et en particulier au départ, une opposition très très forte entre le groupe d'Osaka, le Gutaï, et les artistes de Tokyo. Il faut le savoir, au Japon, en particulier au départ, mais c'est resté vrai, et d'une certaine manière, on pourrait presque dire que ça reste encore vrai, il y a un certain regard sur Gutaï qui fut de le considérer comme quelque chose, si vous voulez, de futile, comme quelque chose qui ne respectait pas, en fin de compte, la grande tradition japonaise. Et quand on lit certains articles écrits par des Japonais, par exemple dans le gros catalogue Gutaï du musée du jeu de paume de 1999, on se rend compte que véritablement, bon, il y a eu ce que des critiques appellent un malentendu fondamental, au Japon même, sur Gutaï. Et en fin de compte, il y avait cette espèce de volonté de ne pas le considérer. Et pendant très longtemps, il faut le savoir aussi, après 1972, Gutaï a été un mouvement qui a eu tendance à disparaître. Alors il a réapparu en particulier par l'intermédiaire de certains critiques et de certaines expositions. Bon, en France, il y a eu le Japon des avant-gardes en 1986, au Centre Pompidou, avec en particulier le fameux article d'Alfred Pachmann,
un article très important dans lequel il parlait de cette intuition fondamentale qui avait été celle de Gutaï. Bachmann, on le voit tout de suite, et bon, c'est demeuré, on voit bien qu'il est pour la performance, parce qu'il considère, enfin qu'il privilégie le côté performance, parce qu'il considère d'une certaine manière que ce que Gutaï a apporté de véritablement neuf et nouveau en 1954 et dans les toutes premières années de Gutaï, c'est précisément tout ce qui a trait à la performance. Alors, cependant, Bachmann fait remarquer dans son article que pourtant, il y a beaucoup de peintures. Hein. Effectivement, quand ils ont fait des voyages préparatoires au Japon, avec Germain Viat, hein, c'est dans le catalogue, bon, ils ont rencontré beaucoup d'artistes et ils ont vu qu'il y avait des peintures, hein, et dans les archives de la Pinacothèque également, il y avait beaucoup de peintures. Alors ça, c'est un point important qu'on aura à discuter parce qu'on peut se poser la question, pourquoi, comment, est-ce que c'est à ce point essentiel dans Gutaï, hein, bon, par exemple, Michael Lequesne, dans le film hein, qui passe ici dans la vidéo, à un moment, il dit que d'une certaine manière, au Japon, ça a été consubstantiel, la démarche entre l'acte et l'œuvre. Bon, c'est vrai, mais en fin de compte, ça a été vrai aussi en Europe, et en Amérique. Alors en Amérique, on pourrait citer évidemment le cas de Pollock. Pollock, qui, je le dis bien aussi, précède Gutaï. Hein, ça faut faire très attention, parce que souvent on dit que Gutaï a influencé Pollock. Non. Pollock meurt en 1956. Le Gutaï commence en 1954 et très très vite, Yoshihara Jiro, donc le fondateur du groupe, qui a une culture très grande, qui a déjà une formation de peintre et une carrière de peintre, ça il ne faut pas l'oublier, eh bien Yoshihara Jiro s'intéresse véritablement à l'art sur un plan international et il a des catalogues, il y a une exposition qui va avoir lieu un peu plus tard au Japon, et dans lequel il y aura des Pollock. Donc il connaît Pollock, hein, et bien sûr ils vont être influencés par Pollock. C'est ensuite, après la mort de Pollock, qu'on a redécouvert également que Pollock, hein, dans les 2 dernières années de sa vie, avait donc eu des documents, hein, des revues en particulier, dans lesquelles il était question de Gutaï. Hein, donc il y a des effets boomerang, hein, ça revient. Alors, ça c'est un point important, cette fonction de redécouverte par Bachmann, par le Japon des avant-gardes, de Gutaï. Gutaï a eu aussi une importance très grande pendant très longtemps, mais souterraine, en Italie. En Italie, il est bien évident qu'ils ont totalement influencé l'arte povera. Hein, l'arte povera est vraiment très très marquée par le Gutaï. Bon, en France, il faut bien dire que c'est resté un mouvement très souterrain. Encore aujourd'hui, en dépit de toutes les expositions qui ont lieu, en dépit de tout le battage qu'on peut faire, bon, il semble que ça n'ait pas encore atteint le grand public. Un Gutaï reste encore un élément relativement marginal. Alors, il faut aussi se poser la question de savoir. Alors, ce mouvement, bien sûr, il a été fédéré essentiellement par Yoshihara Jiro, dont je viens de dire qu'il avait eu une carrière, hein, ça c'est très important de le noter, parce qu'il est né, et ça c'est important de noter aussi les dates. Yoshihara Jiro, ses dates sont 1905-1972. Et on voit qu'il est quasiment contemporain de Tapier, puisque Tapier est né en 1909. Donc ce sont 2 personnages de la même génération, alors que tous les autres membres de Gutaï vont être beaucoup plus jeunes. Hein, la plupart des membres sont beaucoup plus jeunes, je dirais même très jeunes, et Yoshihara va jouer un rôle de mentor. Alors bien sûr, ce mouvement va naître dans le prolongement, si vous voulez, de la guerre, hein, dans l'après-guerre. Je ne vais pas revenir sur cette question qui a été déjà beaucoup travaillée, mais c'est un point qu'il ne faut malgré tout jamais oublier, parce que d'une certaine manière, ça avait provoqué la guerre une table rase. Une table rase, et tout recommence. Hein, comme disait Mishima, bon, après la guerre, l'herbe repousse, hein, entre les barbelés, et il rappelle, bon, effectivement, cette espèce d'été fantastique de l'après-guerre, dans lequel il y avait une chaleur éblouissante, et dans lequel il y avait également cette herbe qui repoussait, avec toute la littérature et tout l'art qui a surgi après la guerre. Alors, aujourd'hui,
ce qu'il faut bien noter, c'est que ce groupe Gutaï, bon, il est revu, relu à travers donc l'histoire de l'art, et on va se poser la question de savoir s'il n'y a pas plusieurs Gutaï. Alors j'insiste beaucoup là-dessus. Bon, à mon avis, il y a plusieurs Gutaï. Quand on interroge les différents conservateurs, ou si on vous interroge vous, bien évidemment, en tant que public, et en tant que public très différencié, parce que bien évidemment, vous n'avez pas tous ni le même métier, ni les mêmes intérêts, ni les mêmes goûts, ni la même culture, on pourrait dire, vous avez des cultures différenciées, et chacun, eh bien, vous aurez une approche particulière de Gutaï. Donc plusieurs Gutaï, alors vous me direz, bon oui, c'est vrai aussi, quasiment de tout, on peut de tout dire cela, c'est tout à fait vrai, mais je pense que ça a été encore renforcé dans le cas de Gutaï, et alors il restera à savoir pourquoi. Alors, au niveau de Gutaï, je vais maintenant essayer de parler un petit peu des différents artistes pour rappeler leurs caractéristiques propres, hein, puisque les premiers Gutaï à être en quelque sorte différents, ce sont les différents membres. Alors, j'ai pris cette photo qui est un petit peu représentative, en quelque sorte, du groupe Gutaï, et du fait qu'effectivement, il n'y a pas, au départ, un individu isolé, mais un être ciment qui est réuni par Yoshihara. Alors, c'est une photo qui a été prise dans le parc d'Ashiya, au moment de la première exposition en plein air, dans la ville d'Ashiya, hein, près dans le Kansai, donc. Et alors, elle est prise devant un grand mannequin qui avait été réalisé en toile par Tanaka Atsuko, hein, une des femmes du groupe. Alors, ce grand mannequin, Tanaka Atsuko, bon, l'avait énuméré en plusieurs exemplaires hein, dans le parc, et c'est une figure qu'elle va reprendre aussi dans plusieurs spectacles. Ils vont appeler ça la peinture sur scène. Je reviendrai sur cette idée de peinture sur scène. Alors, pendant que je suis justement sur cette notion de peinture sur scène, il faut bien remarquer que la peinture des origines de Gutaï, eh bien justement, c'est une façon de rompre avec la peinture de Chevalet. C'est une façon d'élargir considérablement la peinture et on pourrait dire de sortir du tableau bidimensionnel. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les performances de Gutaï du départ sont pensées comme étant de la peinture prolongée, de l'art prolongé. Et il s'agit, en fin de compte, de projeter une dimension picturale, une dimension esthétique. Ici, vous avez la nature extérieure. Bon, ça n'est pas uniquement un tableau de Chevalet, mais c'est dans un certain parc, un certain lieu, bon, un certain nombre d'objets, donc une peinture qui va être théâtralisée. D'ailleurs, pendant très longtemps, ils vont pratiquer ce qu'ils appellent l'art sur scène, et l'art sur scène consiste en toute une foule de performances très diversifiées, des ballons, des mannequins, tirés à l'arc sur un écran, perforer des écrans, hein, ce que fait évidemment abondamment Murakami, les projections de fumée de Motonaga, etc. Bon, mais tout cela pour eux, c'est de la peinture dans l'espace. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que par exemple, comme Murakami traverse ses paravents, bon, l'œuvre d'art, ça n'est évidemment pas l'ensemble des écrans exposés après coup. Les écrans exposés après coup, parce que souvent on trouve maintenant, par exemple, il y a la Biennale de Venise 2009, je me rappelle, il y avait les restants de Gutaï. On avait exposé les restants de Gutaï. Ça, c'était une catastrophe. Il n'y avait que les restants de Gutaï. Bon. Et on ne voyait pas, il n'y avait pas une photo, et on ne pouvait pas comprendre ce que c'était. C'était absolument désastreux. Bon, alors, le tableau pour Murakami, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il est, ce tableau, dans le moment où il traverse les écrans de papier à toute allure. Donc c'est un tableau éphémère, c'est une peinture éphémère, un geste artistique éphémère qui se déroule dans l'espace. Alors avec une conception d'ailleurs, je dirais, très orientale de l'art comme système éphémère. Alors on pourrait renvoyer des choses très complexes qui nous ramèneraient aussi à la peinture chinoise, hein,
bon, et bon, c'est la peinture japonaise. Bon, avec cette idée, vous savez, par exemple, ce peintre qui avait envoyé des poulets trempés dans de la peinture, dont les pattes étaient trempées dans la peinture sur une feuille blanche. Hein. Bon, et qui, bon, s'était précipité, évidemment, et avait tracé un tableau. Bon, ça, c'est quelque chose de très, effectivement, oriental dans l'idée. Je ne sais pas si on pourrait trouver l'équivalent dans la peinture, je dirais, classique et traditionnelle européenne, cette idée d'un éphémère, d'une action qui se déroule puis qui disparaît. Bon, alors ça a marqué très très fortement le Gutai des origines. Bien, alors, pendant que j'y suis aussi, quand on regarde certains catalogues, comme par exemple le catalogue qui est exposé d'ailleurs dans la petite salle, qui est ici, un gros catalogue Gutai édité par les Japonais, hein, par les archives d'Ashiya en 1993, c'est un catalogue extraordinaire parce qu'il est chronologique, hein, il reprend toute l'histoire de Gutai, et il y a toute une série de petites vignettes. Alors, vous n'avez pas quelques images, mais c'est comme un ciné-roman. Et vous pouvez suivre d'image en image, d'une manière chronologique, toute l'évolution de Gutai. Et ce qui m'a paru, enfin moi j'ai refait ça pour justement quand j'ai préparé cette conférence, j'ai regardé très précisément ces petites images, et ce qui m'est apparu très frappant, c'est qu'il y avait une différence fondamentale entre les 4-5 premières années de Gutai, hein, on va dire 1954, 1959, 1960, et puis la suite. Et alors, quelle est la grande donnée fondamentale qui a changé tout? Eh bien, à un certain moment, on voit apparaître précisément Michel Tapier sur les images. Hein? Alors, en 1957, Tapier arrive pour la première fois au Japon, il les rencontre. Alors, on lui avait envoyé, il y avait eu des liens créés avec, par certains Japonais entre Tapier et Gutai, hein, avant le voyage. Mais les premières choses que va dire Tapier, en quelque sorte, c'est « Oh là là, mais il trouve que malgré tout, il y a des performances, il aime bien ça, ça l'amuse, mais malgré tout, il n'y a pas de pérennisation de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art disparaît. » Et effectivement, quand on regarde les vignettes, on se rend compte que des tableaux, il y en a. Mais comment sont-ils faits, les tableaux? Eh bien, je vous montrerai, vous connaissez la fameuse image dans laquelle on voit Shimomoto en train de lancer de la peinture hein, sur une toile qui est elle-même complètement gondolée. Bon, alors bien évidemment, la pérennisation du support, vous imaginez, hein, c'est de l'art éphémère. Bon, et il y a, comme ça, on voit beaucoup de pâte à papier, de chiffons, d'éléments un petit peu désordonnés. Alors tout ça est un peu fou. Vous voyez, ça découle de la performance, ça prolonge la performance, mais évidemment, Tapier leur dit, eh bien, écoutez, il faut absolument que vous preniez attention à vos supports, également les pigments, etc., pour pouvoir présenter des œuvres. Et on voit apparaître, c'est quelque chose de très important, effectivement, que l'art doit servir pour le musée, les marchands, les galeries, doivent pouvoir circuler. Hein, il y a l'idée de la circulation. Alors vous me direz, aujourd'hui, on fait circuler les performances. Hein, quand Marina Abramovic se déplace, bon, c'est elle la performance, etc. Donc on fait circuler là, c'est pas tellement le problème. Mais le problème, c'est quand même l'idée fondamentale pour la galerie, pour le marché de l'art, pour aussi, il faut bien le dire d'une certaine manière, les conservateurs. Hein, eh bien, une œuvre pérenne, stable, je dirais même d'une certaine manière, parce qu'il y a aussi les problèmes de restauration, alors donc on pourrait presque dire facile à entretenir, ça peut être intéressant pour l'art. Bon, alors, je voulais évidemment naître dans la manière dont je le dis, une certaine forme de critique peut-être. C'est pas uniquement une critique, c'est un constat, hein, une espèce de constat fondamental. Et ce qu'on voit, alors après, à partir en particulier des années 1960, entre 1960 et 1972, c'est, en fin de compte, un Gutai qui s'assagit. Alors, les performances, il y en a toujours, mais plus du tout à fait de la même manière, puisque, en fin de compte, elles sont moins spontanées, elles sont plus organisées, parce que, par exemple, Life réclame que Murakami fasse son expérience, il la recommence plusieurs fois pour Life. Finalement, ça n'apparaît pas dans Life à l'époque, bon, ça apparaîtra plus tard. Mais il y a cette idée donc qu'il faut travailler pour les médias, pour la communication, pour la reconnaissance, pour diffuser.
hein, l'idée de la diffusion et de la communication de l'art. Bon, qui est effectivement une question, mais qui transforme considérablement l'art. Et alors, c'est le moment où, après, Gutai va exposer. Alors, au Japon, ils exposent souvent, comme c'est le cas au Japon, hein, c'est tout à fait traditionnel comme mode de présentation, ils exposent à l'époque dans les grands magasins. Hein, nous le faisons maintenant aujourd'hui, alors qu'on ne le faisait pas avant, à la filiale de Lafayette, etc. Alors que eux, c'était tout à fait traditionnel d'exposer dans les grands magasins, et il y a des photos où on a, dans les années 60, des escaliers roulants, un rutilant, hein, les premiers escaliers roulants probablement, des escaliers roulants rutilants, et puis à côté, vous voyez des toiles bien rangées, bien ordonnées, tout est nickel, parfait, ça n'est plus du tout Shiraga rampant dans la boue. Alors, évidemment, lui va continuer parallèlement, un certain nombre d'artistes Gutai vont continuer parallèlement leur performance, mais ils se mettent aussi à la peinture. Et alors, le film que vous avez présenté dans la salle montre bien comment certains vont se prendre au jeu de la peinture, Tanaka l'explique bien. Hein. Bon, d'autres, alors, dans Gutai aussi, il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent, comme par exemple Sadaharu Horio, hein, Sadaharu Horio, qui lui, alors lui c'est un performeur, on pourrait dire absolument né, hein, il est trempé dans la performance, à tel point d'ailleurs que sa vie est une performance. Il ne peut pas vivre sans performer. Hein. Je montrerai tout à l'heure un certain nombre d'images de Sadaharu Horio, mais alors lui, il est plus tardif, mais par contre il va reprendre complètement le système. Je reviens à l'image, donc ce qu'on peut reconnaître ici, tout à fait à gauche en bas, c'est sans doute, hein, je dis c'est sans doute comme je ne suis pas sûre à 100%, Yoshihara. Bon, au centre, en bas, c'est Motonaga. Alors Motonaga, il est tout à fait extraordinaire, c'est presque le poète, on pourrait dire, du groupe. Alors, certains artistes de Gutai, bon, j'avais eu l'occasion de les rencontrer aux environs de 2001 et 2003, quand j'avais été au Japon et que j'avais été à Rashiya. Et j'avais rencontré en particulier Motonaga, Tanaka, Murakami, non, je ne l'avais pas rencontré parce qu'il était mort avant. En tout cas, j'avais rencontré une douzaine de membres de Gutai. Une douzaine de membres de Gutai, là-bas. Et ben, ils étaient semblables. On pouvait, bon, en quelque sorte, si vous voulez, retrouver, bon, presque leur peinture, j'oserais dire, ou leur performance dans leur façon d'être. Hein. C'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, vous avez encore, alors tout à fait en haut, vous avez précisément Murakami. Alors, je vais repérer, mais je le vois mal d'ici, Shimamoto Shozo, qui doit être juste en dessous. Celui du milieu, ça doit être Shimamoto Shozo. Et puis, alors, il y avait, ah oui, là-bas, celui qui est juste au-dessus de Yoshihara, qui est Shiraga. Voilà, alors ça c'est... Bien. Alors ça c'est une œuvre de, donc, pour toujours le parc d'Ashiya, la première donc, exposition en plein air. Donc c'est une proposition de Yoshihara, hein, donc le mécène du groupe. Et alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des panneaux. Il y a des panneaux indicateurs qui donc sont en japonais, mais qui, je présume, donc indiquent le titre, hein, de l'œuvre. C'est important de le voir. Et puis alors tout autour, on voit que c'est un espace public qui était ouvert à tout le monde, un petit peu comme le parc que vous avez ici, hein, devant le musée Soulage, où tout le monde peut se promener. Et bien de la même manière, hein, un petit peu comme si les toiles du musée Soulage allaient se promener dans le parc. Donc, ce qui ne se produira pas. Hein. Mais ce qui se produit chez Soulage. Pardon ? Ça se produit chez Soulage qui les transporte dehors. Ah, oui, parce qu'une toile dehors, Picasso aussi faisait ça et d'autres. Enfin, et chez Soulage, c'est pas bon signe, c'est ça qui va les détruire. Ah, c'est très mauvais signe. Oui, parce que je crois, il y en a au contraire qui aiment les voir dans la nature. Là, mais bon, dans le cas de Soulage, effectivement, c'est assez. Voilà, alors, donc, on voit deux enfants qui sont devant, mais en réalité, c'était un panneau où tout le monde pouvait aller dessiner. Alors, en particulier, il y a eu des enfants. Alors, le rapport aux enfants, un petit peu rapidement, il y a eu justement un intérêt très marqué de Gutai pour les enfants, qui s'est marqué de différentes manières.
En particulier, on connaît ça par l'intermédiaire de la revue Kirin. C'est une revue japonaise qui a précédé Gutai, mais avec laquelle ils ont beaucoup travaillé. Et il y a toute une foule d'anecdotes qu'on raconte à propos des enfants, et en particulier une petite fille qui, dans une école, avait voulu emmailloter son école avec un fil de laine de couleur. Donc elle avait ce fil de laine, elle l'avait véritablement promené partout, de façon à envelopper l'école. Alors quand j'avais été à Shiga, je crois que c'était la première fois quand je venais en 2002, il y avait une exposition particulière qui devait avoir lieu, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle Dobiden. Chaque année, au Japon, j'espère que ça dure encore, à l'époque, il y avait des dessins, des œuvres d'enfants, ça pouvait être des sculptures, toute une foule d'éléments qui arrivaient depuis tout le Japon. Et les membres du groupe Gutai, ceux qui restaient à l'époque, étaient les membres du jury et ils devaient trier dans ces milliers de dessins et d'œuvres qui arrivaient, ce qui allait être exposé. Alors après, c'était monumental ce qui était aussi exposé, parce qu'on les exposait aussi dehors, dans toute une foule de bâtiments filmés depuis le haut. Et donc j'ai un film dans lequel on voit, que j'ai jamais monté, mais que je vous montre, dans lequel on voit tous les rouleaux de dessins d'enfants qui arrivent, qu'on déplie, et puis les membres de Gutai qui choisissent certains éléments plutôt que d'autres. Alors là, c'est une des représentantes les plus extraordinaires du groupe, c'est Tanaka. Alors, Tanaka Atsuko, qui était à l'époque c'était une toute jeune fille. Alors, rapidement, je vais essayer de vous retrouver ces dates, parce que j'ai noté toutes les dates, oui, c'est ça. Alors, Tanaka Atsuko, elle est née, vous voyez, plus tardivement, en 1932, et donc elle est morte en 2005. 1932-2005. Alors, Tanaka, elle a été réputée dans le groupe pour avoir, en quelque sorte, une inventivité absolument débordante. Elle n'avait absolument peur d'aucun matériau et elle recherchait, ça vous l'avez vu je crois aussi dans le film qui est montré ici, toujours des matériaux qu'on n'utilisait pas encore. Et ça, en 1954, c'est quelque chose d'assez radical. Vous voyez, parce que vouloir utiliser en particulier des matériaux synthétiques, des matériaux de synthèse. Elle a beaucoup utilisé, vous savez par exemple, des rubans de plastique pour créer des espèces de toiles faites avec des rubans comme des rubans de passementerie, mais il s'agissait d'éléments qui étaient en fin de compte synthétiques. Bon, toute cette apparition de l'artificiel et du synthétique, le fait qu'elle ait utilisé des étoffes, qu'elle cherchait à faire briller avec la lumière, les fameuses petites sonnettes, tout ça, il y a une invention extraordinaire, jusqu'à évidemment cet objet fabuleux qui est la robe électrique. Alors là, vous la voyez avec toutes les petites sonnettes. La robe électrique, donc 1956. Alors vous voyez que ces œuvres importantes sont toutes dans les premiers temps, Gutai. La robe électrique, qui est une robe qui pesait très lourd, faite alors on explique bien dans le film que vous voyez à côté comment elle en est venue à s'intéresser justement au néon et à l'idée d'une robe électrique. Alors vous voyez que l'idée du vêtement, un thème qu'on pourrait appeler féminin d'une certaine manière, la robe électrique rejoint son idée des costumes de scène. Elle a beaucoup travaillé finalement sur des mannequins, sur l'image du corps et le corps transformé. Alors là, c'est une photo qui est intéressante. Alors je voudrais vous montrer une deuxième photo qui date de la même époque, mais qui est tout à fait fabuleuse dans la mesure où vous avez Tanaka, toute fragile et toute jeune, à côté de son énorme monument de robe électrique. Et alors ce qui est fou, c'est que quand on regarde bien dans le détail, vous voyez, elle a des chaussures, qui pourraient, je dis bien, mais vous pourrez dire qu'elles sont en paille, peut-être sont-elles en plastique. Et alors ce qui est le plus extraordinaire, c'est autour de la taille, elle a noué l'équivalent, je dis bien l'équivalent parce que ça n'en est pas un exactement, mais l'équivalent d'un hobby. La fameuse ceinture japonaise. Donc, et puis en même temps, la modernité de cette personne toute jeune, et qui effectivement va beaucoup contribuer à l'atmosphère du groupe. Parce que Yoshihara disait qu'il avait des bambins qui étaient échappés de la maternelle. Alors il avait une réputation, d'ailleurs, Yoshihara, quelquefois d'être un mentor assez sévère.
Et il y en a d'ailleurs qui ont une certaine difficulté avec lui pour en réalité rester dans le groupe, parce qu'il pouvait expliquer quelquefois des départs du groupe. Ça n'est pas aussi sévère que Breton, comme dit ses acolytes, mais enfin il y avait malgré tout une certaine sévérité de Yoshihara et donc, artistes qui pouvaient dans certains cas passer. Alors là vous avez toujours en 55, là, donc c'est une année avant, 55, Murakami, en train de percer ses paravents. Alors c'est à Tokyo. Alors là, bon, simplement quelques mots. La grande question pour Murakami, c'est la violence et l'intensité physique. La violence et l'intensité physique qui en font une espèce d'athlète. On va presque parler bon, d'un athlète artistique. Bon, qui traverse ses paravents. Alors ça c'est une thématique d'ailleurs qu'il a exploitée de différentes formes, qu'il va effectuer longtemps. Il va d'ailleurs refaire en quelque sorte cette action. Hein. Vous voyez qu'il n'a pas craint effectivement de refaire. Alors je dis ça parce que le grand mot d'ordre de Yoshihara, n'oubliez pas, c'était faire ce qui n'a jamais été fait. Alors ça c'est une notion sur laquelle je vais revenir quelques minutes. Faire ce qui n'a jamais été fait, évidemment c'est une phrase terrible. C'est une phrase terrible parce que ça contraint un renouvellement permanent. Et alors aujourd'hui par exemple quand on présente Gutai, quand on veut faire des expositions sur Gutai, bon, par exemple le cas des ateliers, on cherche à construire autour de Gutai. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants, par exemple, qui viennent dans les ateliers? Faire ce qui n'a jamais été jamais encore été fait. Mais Gutai a déjà été fait. Donc il faudrait réinventer un nouveau Gutai, ou un nouveau autre chose. Bon, alors je sais bien qu'on peut lire ça de plusieurs manières. On peut aussi dire, refaire, c'est une forme d'apprentissage. Refaire un geste, ça peut être une manière d'ancrer dans son corps ce que d'autres artistes ont vécu dans leur corps. Donc, il y a aussi cet aspect qui est d'apprentissage, qui serait... Mais ça ne se situe pas... Enfin, il y a deux plans différents, en quelque sorte. Il y a un plan d'apprentissage, un plan qu'on pourrait presque appeler pédagogique et scolaire, même si c'est de la pédagogie artistique. Et puis, il y a cet autre plan, qui est le plan artistique. Alors, Yoshihara, évidemment, se situait sur le plan artistique, hein, et non pas sur le plan pédagogique, on va dire. C'était ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Bon, mais évidemment, c'est une phrase, mais qui est un système lui aussi assez violent et intense. Parce qu'il faut, du point de vue physique, et vers la fin de sa vie, il aura plus de difficultés à opérer, et ses œuvres, évidemment, s'en ressentiront. Il y a cette espèce de violence identique, on pourrait le dire, d'une certaine manière, à la violence qui est celle séparément. Alors ça, c'est un détail que chez Shiraga, c'est une peinture sur une peau de bête qui pourrait, mais ça n'en sait rien, mais peut-être une peau de sanglier, hein, dans la mesure où dans la fantasmatique du Shiraga, la peau de sanglier est importante. Alors je l'ai pris parce que ça permet de poser le problème de la violence dans l'art Gutai. Bon, la violence n'est pas quelque chose, je dirais, de fondamental sur le plan de la sanguinolence ou sur le plan organique, en dehors de cette œuvre, et donc de certaines œuvres, on pourrait dire, vous voyez, de Shiraga. Parce qu'il y a beaucoup d'autres artistes japonais, ou bien sûr après vous allez avoir surtout des Européens, je pense à tout le body art allemand, français, bon, et puis à tout le body art actuel aussi, y compris le body art chinois, hein, qui est d'une grande violence. Bon, dans lequel il y a quelque chose de très violent, de très dur. Alors là, évidemment, c'est un détail. C'est une photo que j'ai prise dans une expo, alors je ne sais plus laquelle. Hein, le problème, c'est peut-être au Japon d'ailleurs, parce que j'avais vu, je sais, des Shiraga au Japon. Et vous avez évidemment, non pas du sang, mais de la peinture, mais la métaphore demeure quand même assez violente ici. Bon, mais autrement, Gutai est plutôt un mouvement qui, du point de vue de la performance, je dirais, est assez léger. Hein. La fumée, l'eau, l'air, le jeu,
Hein, c'est plutôt quelque chose d'assez léger. Et quand on parle d'ailleurs de Gutai et de l'après-guerre au Japon, on a très souvent coutume d'opposer le Gutai au Buto. Et le Gutai et le Buto sont en quelque sorte les deux versants de l'après-Japon. Ils ont surgi en même temps. En 54, c'est aussi Hijikata et le Buto qui naît. Et tous deux, d'une certaine manière, sont le résultat, évidemment, de la gigantesque violence, alors déjà de la Deuxième Guerre mondiale, puis, évidemment, des explosions atomiques. Bon, c'est 10 ans après, mais évidemment, l'impact est toujours là, et on sait que l'après-guerre japonaise est terrible. Mais il y a quand même des gens comme, par exemple, Shiraga, qui avait vécu la guerre, etc., en parlent comme quelque chose de violent. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, peut-être que Shiraga est le plus violent et le plus organique de tous les membres de Gutai. Alors que d'autres sont, je dirais, nuancés, plus en retrait hein, par rapport à la violence organique et corporelle. Alors, évidemment, d'autres après, par exemple, en Allemagne, utiliseront du sang de bœuf. Vous savez que Yves Klein, ça c'est quelque chose de très intéressant qu'on ne connaît pas souvent, Yves Klein avait voulu faire des empreintes, des anthropométries, avec du sang de femme, hein, du sang menstruel. Et ça avait été une histoire, d'ailleurs, qu'on connaît peu, mais il avait réalisé 12 empreintes avec le sang de Rothro, hein, sa femme, et Rothro avait été tellement atteint en quelque sorte, déjà qu'il s'était posé le problème, et puis peu de temps après, Yves Klein avait appris le suicide d'un Japonais qui s'était tué en se jetant du haut d'un immeuble avec une toile en dessous. Et il avait fait cela, alors évidemment quand il est arrivé, vous imaginez, bon, et il avait fait cela en hommage à Yves Klein. Donc quand Yves Klein a appris ça, il a tout brûlé. Il a brûlé les 12 anthropométries réalisées au sang. Alors tout ça pour vous faire sentir hein, toute cette problématique de la violence et le retrait qu'on peut avoir. Et par exemple, le fait que ces toiles, il y a eu cette tentation, vous voyez, chez Yves Klein, et puis la destruction en fonction d'une problématique précise. Alors là, c'est Shimamoto Shozo. Alors là, je vais aller rapidement. Vous voyez cette fameuse performance, et puis alors on voit bien comment le malheureux support, bon, ben après, il n'a pas dû être conservé le support. Alors, Shimamoto Shozo, c'est intéressant parce que quand on parle de Gutai, bien sûr, il y a le mouvement Gutai lui-même, c'est-à-dire 54-72. Après, bon, c'est très bien expliqué par justement Shimamoto Shozo qui explique qu'après la mort de Yoshihara, le groupe a décidé de se séparer, de mettre fin à Gutai. Ils se sont sentis en quelque sorte orphelins et chacun est reparti donc, pour des aventures différentes. Alors, Shimamoto Shozo, par exemple, a une carrière très ample et très extraordinaire. Il a beaucoup pratiqué alors des explosions de peinture à l'aide de bouteilles, de toute une foule d'instruments, mais alors gigantesques, dans des salles entières. Je me rappelle, j'avais vu ça une fois, et alors tout entre en jeu, le balai pour chasser la peinture, les pots de peinture eux-mêmes à bras-le-corps, mais ça n'atteint jamais le public. Ce n'est pas une agression vis-à-vis du public, c'est vraiment la création, une espèce d'explosion picturale qui macule les murs, qui macule le sol, qui le macule lui-même, hein, et on le voit ici justement maculé, hein, il devient en quelque sorte lui-même une espèce de fragment de son œuvre. Et ensuite, il va aussi avoir toute une foule d'œuvres où il va se tatouer le crâne, des œuvres beaucoup plus sombres. Donc il y a tout un après-Gutai dans son cas. Alors, l'après-Gutai, il faut bien voir que c'est quelque chose qui est très complexe, qui un jour ce sera étudié par les historiens, ça n'est pas encore fait, mais ça sera étudié, parce qu'il y a donc des Gutai qui meurent, il y en a qui se maintiennent, et on peut dire que l'esprit Gutai peut-être reste en eux ou pas, hein, ou que quelque chose de différent se dessine. Et puis il y a d'autres Gutai qui naissent, qui apparaissent et qui se réclament. Hein, d'autres, on pourrait dire, d'autres membres qui n'appartenaient, d'autres artistes qui n'appartenaient absolument pas à Gutai, et puis qui se réclament de Gutai. Surtout à partir du moment, effectivement, où il y a eu
la fameuse exposition du Guggenheim. Vous imaginez bien, le Guggenheim, on a vu surgir des tas d'artistes animés d'esprit Gutaï. Bon, donc quand on entend parler de l'esprit Gutaï, toujours un peu, il faut mesurer un petit peu ce que ça signifie. Ça peut être authentique, mais ça peut être aussi une espèce de ralliement à un groupe qu'on admire certes, mais dont on perçoit aussi la réussite. Alors là, on passe à Sadaharu Horio. Alors Sadaharu Horio, il est appartenu à Gutaï, mais de manière plus tardive. Bon. Et alors lui, c'est date. Il est né en 1939. Il est né en 1939 et il effectue toujours des performances, mais il réalise aussi des œuvres. Alors parmi les œuvres, vous en avez une qui est présentée en particulier dans le musée, qui est celle-ci, et qui est très caractéristique de ce qu'il fait, puisqu'il travaille beaucoup sur les angles, sur les surfaces, sur comment inscrire une toile, un tableau, dans les 3 dimensions. Et ça évoque évidemment beaucoup, pour ceux qui connaîtraient, le groupe support-surface. C'est-à-dire cette façon d'inscrire la toile, d'inscrire la peinture dans un espace, en jouant sur les coins, les angles. Beaucoup font ça, et c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors chez lui, c'est quelque chose d'important. Mais il est vraiment connu, c'est pour la performance. Et la performance, d'ailleurs, il le dit qu'il ne peut pas vivre sans performance. Et d'ailleurs, qu'il ne sépare pas sa vie de sa performance. Quand il se réveille le matin, il est déjà en quelque sorte en performance. Et une espèce d'intensité et de vie qui est complètement traversée par une espèce de travail intérieur et un travail physique aussi très important. Parce que les performances de Sadaharu Horio, comme celle de Murakami ou celle de Shiraga, nécessitent une concentration musculaire, physique immense. Donc il y a tout un travail sur le corps, une espèce d'athlétisme important. Alors ça, c'est une œuvre qui apparaît dans le film, d'ailleurs, que j'avais vu donc au Japon. C'est sur le canal de Kobe. Sadaharu Horio, en 2003, il avait investi cette portion abandonnée du canal de Kobe et il avait décidé d'établir une espèce de cité lacustre. Alors, à l'aide de matériaux de récupération, il avait construit, ça c'est un détail, mais sur tout ce plan d'eau, alors il y avait des tatamis usagés, des rondins de bois, il ramassait tout ce qu'il trouvait, et puis, alors c'était aussi un travail communautaire, parce qu'évidemment tout le monde venait lui prêter main forte, et donc il y avait tout ce travail, ça a duré 3 mois, alors il paraît d'ailleurs qu'à un certain moment il y a des oiseaux qui avaient fait leur nid, ça a duré pendant plusieurs mois. Voilà, ça c'est un détail. Il avait sculpté une gigantesque chaussure. Et alors il y avait sans cesse des happenings, des performances, des actions. Dans le film que vous avez peut-être vu, qui est au musée, il y a un moment où il y a une espèce de gigantesque, une toile, entre la toile gigantesque et le cerf-volant qui grimpe dans le ciel. Il y avait chaque week-end, en quelque sorte, on rajoutait les copains, les amis, et il y avait des fêtes organisées sur le lac de Kobe. Alors là, vous avez Sadaharu Horio ici, et puis alors il y a, ça je le dis pour Benoît Decron, il y a Atsuo Yamamoto. Voilà, c'est le jeune homme qui est en train de parler avec celui qui sert d'agent en quelque sorte à Sadaharu Horio. Atsuo Yamamoto, qui était conservateur à ce moment-là, adjoint conservateur à Ashiya, et qui est un des premiers critiques importants à avoir écrit sur Gutaï. Et il est d'autant plus important qu'il a vraiment saisi, d'abord il les a connus, il a parlé avec eux, les membres du groupe, et il a vraiment saisi l'essence du groupe à ses origines. Il est vraiment très très près. Alors là, je prends cette image simplement pour la richesse des matériaux. Parce qu'évidemment, il y a un sens du matériau. Au Japon, il y a à la fois un sens du matériau et un sens de l'artisanat.
Alors, l'artisanat, c'est un artisanat perturbé, on pourrait dire dévié, hein, qu'on trouve chez Sadako Ryo, mais il y a aussi, bon, un sens du matériau, tout ce qui ramène, tout ce qui ramasse. Le voilà en train de manipuler, alors il s'est fabriqué aussi un radeau, hein, sur lequel il ramène la totalité de ces éléments. Alors ça, c'est une autre œuvre. Donc c'est le Sky Festival d'Osaka en 1960. Alors c'était une exposition internationale qui avait été augurée en quelque sorte par Otopienne, qui avait voulu un gigantesque festival de cerfs-volants et puis d'œuvres qui évoluent dans le ciel. Et là, c'était donc l'œuvre de Gutai. Vous aviez des ballons, et à chacun de ces ballons était accroché une œuvre avec en dessous le nom de l'artiste qui avait participé. Alors ici vous avez, bon, c'est la revue Gutai avec une transcription évidemment du même élément. Alors là c'est important parce qu'il y a un élément dont on n'a pas, que je n'ai pas évoqué aujourd'hui, qui est évidemment l'importance de la nature. Ce qui se comprend parce qu'au Japon, la nature fait partie intégrante de la vie, de la ville même, le sens de la friche, le sens de la nature qui se retrouve fuse dans des jardins minuscules. Donc il y a cette espèce de lien essentiel, bon, évidemment à l'air, l'espace, le temps. Alors je n'ai pas évoqué le dernier élément qui serait le feu, hein, parce que je n'ai pas d'image ici à vous montrer, mais le feu a aussi été quelque chose d'important chez Gutai, le feu et la lumière, en particulier en relation avec les fêtes Matsuri du Japon, qui sont très souvent des fêtes soit avec des lanternes, soit avec des feux. Par exemple, à Kurama, au nord de Kyoto, en mai-juin, il y a une gigantesque fête du feu où évidemment les hommes sont, c'est essentiellement des hommes, hein, qui luttent, et ils sont ivres, et dans l'ivresse, ils prennent des torches, et ça devient souvent d'ailleurs assez violent ou dangereux, ce qui expliquait d'ailleurs Shiraga, le danger, la violence qui s'exprime dans les fêtes Matsuri du Japon traditionnel, et qui est quelque chose que Gutai a repris, revéhiculé, et très très fréquemment ils ont fait organiser dans les premières années des fêtes avec des lanternes, et des fêtes gigantesques dans lesquelles il y avait des petits lacs recouverts de lanternes,